Alors, j'ai parlé de la Cour européenne des droits de l'homme, je voudrais parler maintenant du traité de Lisbonne. Malheureusement, le traité de Lisbonne est une véritable nasse dans laquelle nous avons été enfermés contre notre gré. Je dis contre notre gré parce que le traité de Lisbonne, et je l'ai démontré dans cet ouvrage que j'ai écrit en 2009, qui malheureusement est épuisé, et pour l'instant je n'arrive pas à trouver d'éditeur qui veuille repartir, le traité de Lisbonne, c'est la Constitution européenne que vous avez rejetée par référendum en 2005. C'est rigoureusement le même texte. À tel point que dans cet ouvrage, je cite à chaque fois les articles du nouveau traité, en mettant en référence également celles de l'ancienne Constitution, de l'ancien projet de Constitution. Et j'ai chaque fois la correspondance. Tous les articles du traité renvoient à un article de la Constitution 2005 que vous avez rejeté. La seule chose qui a disparu, c'est le symbole du drapeau, c'est le symbole de l'hymne national, mais comme le dit Valéry Giscard d'Estaing lui-même dans un texte que je cite dans cet ouvrage, on va attendre quelques années, et puis dans quelques années, les gens se seront habitués à ce nouvel état de fait, et finalement les symboles reprendront leur place, même s'ils ne sont pas en toutes lettres dans le traité, et on pourra même les remettre de façon explicite dans le traité. Donc ce traité est exactement le même. Alors ce qui est intéressant, c'est de se reporter aux déclarations qui avaient été faites à l'époque. Et je dirais que d'une certaine façon, nous sommes victimes ici, je ne pratique pas la langue de bois, nous sommes victimes de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait déclaré, le 8 septembre 2006, « Nous ne pourrons pas faire voter les Français et les Néerlandais une deuxième fois sur un texte identique, tant leur premier vote a été clair. Et en tout état de cause, nous savons que parmi les États qui ne se sont pas encore prononcés, plusieurs n'ont aucune intention de le ratifier. La France, quant à elle, doit à ses partenaires la clarté. En tout cas, pour ma part, je ne serai pas celui qui dira aux Français qu'ils ont mal compris la question qui leur était posée. » Donc très clair, il avait l'air de dire qu'on ne revoterait pas et qu'on tiendrait compte du vote. Bien, M. Barroso, un an après, dit la chose suivante, « Le texte de la Constitution doit être préservé. C'est-à-dire en particulier en ce qui concerne les réformes et les valeurs figurant dans les parties 1 et 2 de la Constitution, c'est-à-dire les deux plus importantes. L'ensemble ne peut pas être de nouveau défait et renégocié par les gouvernements, parce qu'il n'y aura pas de compromis plus solide que le texte obtenu par la Convention. » Et puis à Madrid, le 28 février 2007, consensus entre les chefs d'État, la substance du traité constitutionnel pour l'Union européenne devra être préservée et sa formulation devra simplement être améliorée pour emporter l'adhésion du public. Donc on garde la même chose. Et quand on prend le mandat même, c'est-à-dire le mandat de la CIG, c'est-à-dire la conférence intergouvernementale qui était chargée de préparer le traité de Lisbonne, on trouve la chose suivante, le concept constitutionnel qui consistait à abroger tous les traités actuels pour les remplacer par un texte unique appelé Constitution est abandonné. Le traité modificatif introduira donc dans les traités actuels qui restent en vigueur toutes les innovations découlant des travaux de la conférence intergouvernementale de 2004 et de la manière décrite en détail ci-dessous. Donc ils vous disent en toutes lettres, finalement, on fait exactement la même chose, mais on reformule différemment. Et on aura deux traités au lieu d'avoir une simple constitution, mais on va remettre dans les deux traités toutes les avancées, entre guillemets, qui avaient été négociées et qui étaient celles de la Constitution européenne. Et c'est commenté par M. Juncker, président de l'Eurogroupe, qui maintenant, vous savez, a pris encore du grade. Avec ce nouveau traité, toutes les solutions institutionnelles importantes demeurent, certains éléments symboliques ont été effacés et certaines formulations atténuées, c'est tout. C'est tout. Donc on a pris un texte qui était rejeté par les Néerlandais et rejeté également par les Français, et on a fait exactement la même chose en changeant simplement le titre. Donc là, si vous voulez, c'est intéressant pour la suite parce que nous avons la possibilité de dire que ce texte du traité de Lisbonne est fondamentalement illégitime. Parce qu'un Parlement n'a pas le droit, dans un système dit et démocratique, de faire ce que le peuple a refusé. Et de le faire à même pas 3 ans d'écart, 2 ans et demi d'écart. C'est-à-dire que 6 mois après le rejet par référendum du texte de la Constitution européenne, on avait déjà mis en place le texte du futur traité de Lisbonne, et c'est simplement les négociations qui ont pris un peu de temps. Donc on a un déni absolu de démocratie, et on applique un texte qui avait été rejeté par référendum par les Français. Et donc pour l'avenir, ça peut être intéressant, parce que même dans une négociation ultérieure avec les partenaires européens, si un jour la France décidait de reprendre sa liberté et de s'imposer, il lui sera facile de dire, mais notre précédent gouvernement, enfin notre précédent chef d'État, ont imposé au peuple français quelque chose qu'ils avaient refusé par voie de référendum. Et donc il n'est pas question de continuer dans cette voie. Il n'est pas question de continuer dans cette voie. Mais ce sera difficile, évidemment, et ce sera d'autant plus difficile que
les partisans du traité européen n'hésitent absolument pas à tous les arrangements et à nier la réalité lorsque cela leur convient. Je vais vous en donner un deuxième exemple qui montre bien les choses. J'ai eu l'occasion d'introduire devant le Conseil d'État, avec 150 autres plaignants, l'année dernière, un recours à l'occasion des élections européennes. Et j'attaquais le traité convoquant les électeurs pour les élections au Parlement européen, en disant que ce décret de convocation des électeurs au Parlement européen était absolument illégal parce qu'il était fondé sur le traité de Lisbonne, lequel n'était jamais entré pour l'instant en application, concrètement juridiquement. Alors sur quoi je me fondais pour dire cela? Je résume, je me fondais sur deux éléments. Premier élément, je ne sais pas comment ça peut se produire, mais Nicolas Sarkozy a oublié de ratifier le traité de Lisbonne quand il était président de la République. C'est-à-dire qu'il y a un décret de publication du traité, mais il n'y a jamais eu de décret de ratification. Quelle est la différence entre les deux? Lorsqu'il y a un traité international qui est négocié par la France avec d'autres États, quelle que soit la nature de ce traité, c'est le président qui est compétent pour ratifier. Ratifier, ça veut dire lui donner sa force juridique, l'incorporer à l'ordre juridique. Lorsqu'il s'agit de traités intéressant l'Union européenne et qu'il y a une perte de souveraineté à la clé, la ratification ne peut se faire qu'après une modification de la Constitution, de façon à ce que la Constitution ne soit plus contraire au traité, au projet de traité. Et sinon, elle se fait, s'il n'y avait pas ce problème-là, elle pourrait se faire en fonction d'une simple loi, lorsque les traités sont importants. Et bien là, ce qui s'est passé, c'est qu'en février 2008, on a fait une révision constitutionnelle qui permettait au président de la République de ratifier le traité en vertu de l'autorisation qui lui était donnée. Mais il ne l'a pas fait. Or, la ratification est absolument imposée par les termes mêmes de la Constitution de 1958. Aucun traité ne peut être incorporé dans l'ordre juridique s'il n'a pas d'abord été ratifié. Il y a un traité de publication, encore une fois, le traité publié au journal officiel, mais pas du tout un traité de ratification. Et ça n'a absolument rien à voir. Alors c'est un des arguments que j'ai fait valoir devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit, si, il y a un traité de ratification, sans en donner les références ni la date. Point final. Donc j'ai écrit à l'Élysée en disant, écoutez, le Conseil d'État me dit qu'il y a un traité de ratification, est-ce que je pourrais en avoir la référence? Ils me disent, mais cher monsieur, allez voir à tel endroit du site sur Légifrance, et sur cet endroit, il n'y a que le traité de publication, que le décret de publication. Et donc l'Élysée a été absolument incapable de me fournir le décret de ratification, parce que ce décret n'existe pas. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous savez que l'Irlande, en 2008, avait rejeté le traité européen. Et donc, pendant 1 an et demi, il y a eu des négociations extrêmement fortes avec l'Irlande pour qu'elle revienne sur son vote. Parce qu'elle, elle était obligée de passer par référendum, contrairement à nous, où le choix existait. C'est pour ça qu'on avait voté en 2005 par voie de référendum, alors qu'on aurait pu ne pas voter. Et puis qu'en 2008, évidemment, il n'était pas question de repasser devant les électeurs. Mais en Irlande, on n'a pas le choix. C'est forcément la ratification par voie de référendum, ou la modification par voie de référendum. Et donc, il y a eu 3 modifications qui ont été apportées au texte du traité de Lisbonne pour l'Irlande. Un premier sur la politique de défense, disant que la politique de défense de l'Irlande n'était pas celle de l'Europe, au sens strict du terme, je schématise, parce que vous savez que la politique de défense de l'Europe, elle est liée à celle de l'OTAN. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire quelque chose qui soit incompatible avec l'OTAN, ce qui pose quand même de graves problèmes, parce que l'OTAN est dirigée par les États-Unis. Donc je ne vois pas en quoi l'Europe devient dépendante en matière de défense des États-Unis, si sa politique de défense doit nécessairement être compatible avec celle de l'OTAN. Et deuxième élément important, en Irlande, la suprématie de la Constitution, qui demeurait sur le traité de Lisbonne. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais le traité de Lisbonne institue la suprématie du droit européen, y compris sur les constitutions nationales. En Irlande, ça n'était pas le cas. Elle a réussi à préserver ça, c'était un deuxième ajout. Puis ensuite, il y avait le problème de la politique fiscale, où l'Irlande, comme vous le savez, a une économie très portée par les avantages fiscaux qu'elle peut donner à certaines de ses entreprises, ou au système en général. Peut-être tout simplement avec des impôts moins forts. Hein. Ce ne sont pas forcément des avantages en tant que tels, mais des impôts moins forts. Et donc, elle voulait pouvoir conserver cette liberté. Et donc, quand l'Irlande, en 2009, a revoté, elle a revoté sur un texte qui n'était pas du tout celui que nous avions nous-mêmes approuvé. Parce que lorsqu'on signe un texte européen, il faut qu'il soit signé exactement dans les mêmes termes par tout le monde. Dans les mêmes termes. Sinon, le traité ne peut pas entrer en vigueur. Et donc, nous avions approuvé un texte devant le Parlement en 2008 avec Nicolas Sarkozy, qui n'était pas le même que celui que venait d'approuver l'Irlande en 2009. Or, pour résoudre cette contradiction, il y avait une seule solution, c'était que tous les autres États de l'Union européenne, avant l'entrée en vigueur, approuvent le nouveau texte du traité de Lisbonne, incorporant désormais les réserves de l'Irlande. Sinon, le traité ne pouvait pas entrer en vigueur. Eh bien, dès le 1er décembre 2009, il est quand même entré en vigueur.
Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les différences concernant l'Irlande dans un protocole qui a été adopté au moment de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, mais fin 2014, en juin 2014, il y avait encore 3 États qui n'avaient toujours pas ratifié ce protocole. Ce qui fait que fin 2014, le traité n'était toujours pas normalement susceptible d'application, faute d'avoir été approuvé exactement dans les mêmes termes par l'ensemble des États de l'Union européenne. Et donc là, nous avons aussi un moyen de pression consistant à dire, est-ce que vous vous rendez compte que l'ensemble des décisions qui ont été prises par l'Union européenne sont nulles et non avenues en droit? Nulles et non avenues en droit. Alors j'ai soumis ce deuxième argument au Conseil d'État, qui n'a pas répondu. Il a répondu simplement, si le texte est le même. Vous comprenez, ce que je viens de vous dire, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on démontre par A plus B que le texte est différent. C'est tellement différent qu'il faut un protocole au moment de l'adhésion de la Croatie pour le faire adopter par les autres États, mais on nous dit non, le texte est exactement le même. Et donc rejet. Donc voilà un petit peu des exemples de ce à quoi nous sommes affrontés. Alors la difficulté, c'est qu'on voit bien que tout est fait pour que ce piège se referme de façon définitive, mais en même temps, pour un débat futur, nous avons des arguments pour montrer ce qui s'est passé et puis pour faire avancer l'idée dans l'ensemble du peuple français et d'autres pays européens également, qu'ils ont été radicalement trompés, qu'on a abusé notamment de leur crédulité et surtout qu'on a violé le droit le plus fondamental des peuples pour faire avancer un texte dont ces peuples ne voulaient pas dans leur majorité. Alors attention, si vous reportez cet argument à des tiers, ils vont peut-être vous dire « mais non, votre orateur vous a dit n'importe quoi, parce que regardez, la Pologne, elle a des réserves sur la Charte des droits fondamentaux, la Grande-Bretagne, pareil, Malte sur l'avortement, identique, donc on voit bien que tous les textes ne sont pas les mêmes entre les États. » Attention, ça n'a rien à voir. Le texte qui a été adopté par tous les États avant le problème irlandais incorporait ces réserves. Donc tout le monde était d'accord sur ces réserves et tout le monde a voté les mêmes thèmes, les mêmes textes. Donc on est dans la situation qui sera celle qui se présentera lorsque tout le monde aura adopté le protocole croate. Mais ça n'a rien à voir avec le problème irlandais. Le fait qu'il y ait eu des réserves en Pologne et en Grande-Bretagne n'a absolument rien à voir avec le problème que je viens d'exposer devant vous en Irlande.